FMC concernant la constipation. Donc, pour démarrer, nous allons faire des généralités et préciser un peu notre cadre nosologique en matière de définition. Comme vous le savez, la définition de la constipation est assez complexe. Elle regroupe un large champ de concepts qui sont soit objectifs, donc qui sont observés par le patient, subjectifs, qui sont ressentis par le patient. Donc tout ceci s'intrigue, ce qui donne encore plus de difficultés pour l'analyse sémiologique précise. Il s'agit en fait d'un désordre digestif intriqué qui correspond finalement, lorsque l'on prend en compte les données des patients, qui prend en compte une insatisfaction lors de la défécation. Elle est due à une modification de la consistance, de la fréquence, de l'évacuation des selles. Les selles sont soit trop peu fréquentes, c'est ce que l'on entend des patients, trop peu abondantes ou de consistance modifiée, souvent dure, difficile à émettre ou à exonérer, soit évacuée de façon incomplète, ce qui rend le patient insatisfait. Donc, un ou deux de ces éléments peuvent bien évidemment être notifiés par le patient. Il faut en faire l'analyse. L'OMS définit finalement la constipation comme l'émission de moins de 3 selles par semaine et ou un sel de poids sec inférieur à 35 grammes et ou des selles tous les 3 ou 4 jours au moins. Donc ça, c'est pour être dans une analyse plus précise et plus objective et plus scientifique de la constipation. Mais, de façon générale, en pratique, on définit une constipation, le patient se plaint, soit de selles trop fréquentes, soit de selles trop dures à émettre, trop difficiles, insatisfaites. C'est là le motif fréquent de constipation. La problématique, c'est que, comme on l'a dit précédemment, la constipation est un symptôme qui a une constellation d'implications. C'est d'abord la difficulté à mettre en évidence s'il s'agit d'un symptôme, c'est le symptôme d'une maladie sous-jacente, et on parle de constipation symptôme, ou soit il s'agit d'une maladie, c'est une entité pathologique à part entière qui sera prise en compte. Elle peut être aiguë, contemporaine d'une situation particulière, ou chronique, et très souvent, lorsqu'elle est chronique, elle s'intègre dans le cadre de la constipation fonctionnelle, qui rentre aussi dans ces fameux troubles fonctionnels intestinaux dont on avait déjà parlé. Il y a plusieurs seuils. Du point de vue physiopathologique, comme je vous l'ai dit, on peut avoir une constipation aiguë, constipation chronique, et lorsque l'on analyse plus en profondeur, ces constipations peuvent s'intégrer dans des cadres plus particuliers lorsque l'analyse est plus discriminée. Soit il s'agit d'une constipation occasionnelle, aiguë, récente, survenant assez brutalement, souvent avec des circonstances particulières, une grossesse, un alitement, un voyage. Là, il est facile de la mettre en évidence. Soit c'est une constipation secondaire. Là encore, c'est aisé. On a déjà une maladie organique, digestive ou extradigestive bien identifiée, souvent endocrinologique, souvent métabolique, neurologique, iatrogène. Là encore, on peut facilement mettre en évidence le cadre nosologique de cette constipation. Enfin, le troisième cadre, c'est la constipation fonctionnelle qui est chronique, qui est définie par un cadre, soit un trouble de la progression, soit un trouble de l'évacuation. Le trouble de la progression du côlon, c'est soit une réduction de l'activité motrice, vous l'avez bien compris, soit au contraire, une hyperactivité qui augmente les contractions segmentaires dans la région sigmoïdienne. Et au niveau de la contraction des régions, les contractions segmentaires de la région sigmoïdienne ont tendance à ralentir l'évacuation, ce qui freine la progression des matières et, paradoxalement, on a finalement une constipation. Ce type de constipation est souvent marqué par l'existence de douleurs abdominales, un manque d'activité physique, un déficit en fibres, une ration hydrique insuffisante. Deuxième type d'évacuation, comme je vous l'ai dit, c'est le trouble de l'évacuation rectale. C'est une dyschésie, c'est une difficulté à évacuer malgré les efforts de poussée soutenus et prolongés ses propres selles. C'est soit la conséquence d'un dysfonctionnement des sphincters, c'est-à-dire en bas, un défaut d'ouverture du canal anal lors de la poussée exonératrice, ce qu'on appelle la dysynergie anorectale. Le patient, il pousse, mais c'est fermé. Donc, c'est la dysynergie, c'est qu'il y a un achronisme. Le deuxièmement, c'est la conséquence d'un trouble de la fatigue pelvienne. Ça, vous savez ce que c'est, les rectocèles, le syndrome du pénis descendant, le prolapsus, extériorisé ou pas, l'ulcère solitaire du rectum. C'est un trouble de la statique. Donc, il y a une difficulté à l'évacuation des selles qui reste stagnante au niveau du bas rectum
et qui donne cette sensation d'insatisfaction, d'émission incomplète des selles. On dit, il me reste quelque chose. C'est ce que disent les patients. Enfin, il y a une altération de la sensation du besoin exonérateur pour différentes raisons, qu'elles soient neurologiques, qu'elles soient musculaires, qu'elles soient physiopathologiques. Ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Et ce type de constipation peut être secondaire, soit une maladie neurologique, comme je vous l'ai dit, une anomalie rectale, ou très fréquente, ce sujet âgé. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réduction de la poussée due probablement à une défaillance musculaire et neurologique associée. Elle est souvent accompagnée donc d'insatisfaction, d'évacuation incomplète, de manœuvres digitales ou instrumentales. Ça ne rate pas l'évocation du diagnostic de dyslexie. Le diagnostic positif, puisque nous sommes devant une conduite à tenir. C'est pas toute une conférence précise, des mécanismes, des étiologies. Là, c'est comment se comporter devant un patient qui vient en consultation, que ce soit le généraliste, que ce soit l'urgentiste, que ce soit la spécialité, quelle qu'elle soit. Il faut savoir réagir de façon efficace et rapide. Donc, le diagnostic positif, c'est d'abord préciser le terrain, les caractères de la constipation, les signes digestifs ou extradigestifs associés et procéder à un examen physique. Bien évidemment, l'orientation vers une pathologie secondaire ou en apparence primitive, c'est essentiel et on proposera à partir de là des investigations complémentaires si besoin. L'interrogatoire, comme vous le savez, doit être méthodique et orienté en fonction du terrain. Les antécédents, les facteurs de risque aux situations particulières de survenue, je vous l'ai dit précédemment, la diarrhée fameuse occasionnelle. Donc le vieillissement, la dépression, l'inactivité, un faible apport calorique, un faible revenu niveau d'instruction, le nombre de médicaments consommés, un abus physique et sexuel, le sexe féminin, tous ces facteurs de risque doivent être répertoriés. On analyse ensuite la constipation, son ancienneté, récente ou récemment aggravée, qui n'est pas la même chose que lorsqu'il s'agit d'une constipation chronique ancienne qui n'est pas modifiée. Ça devient une constipation très souvent fonctionnelle. L'âge de début, supérieur à 45 ans, qui impose bien évidemment de suite des explorations. Les antécédents familiaux, personnels, de polypes, de cancer, nécessitent aussi des explorations. Les circonstances d'installation de la constipation, c'est un épiphénomène, une situation particulière, une pathologie sous-jacente, nous permettront soit de l'arranger dans le cadre des constipations occasionnelles ponctuelles ou d'une constipation secondaire. Donc, on fera la part des choses par rapport à la constipation chronique fonctionnelle. Les traitements médicamenteux, évidemment, doivent être bien analysés, sont très souvent la cause essentielle pour pourvoyeuse de constipation. Les caractères de la constipation, donc on a dit, les patients viennent très souvent vous dire j'ai très peu de sel, ou alors ça fait 3 jours que j'ai pas émis, ça fait 5 jours, il y en a qui vont jusqu'à 15 jours. Donc là, déjà, vous voyez qu'il y a un problème clair de constipation. Et on analyse, grâce à la fameuse échelle de Bristol dont je vous ai parlé précédemment, la qualité de l'exonération et le type de sel émis. Va du type 1 au type 7. Type 1, c'est les sels les plus durs, les plus fractionnés, ce qu'on appelle les sels en 6 balles. Et type 7, c'est les sels liquidiennes émises de façon abondante et fréquente. Par contre, dans la constipation, on sera plutôt dans un type 1, 2 ou 3. D'accord? Les autres sels, ce sont des sels molles, liquides, plus pourvoyeuses, d'un caractère diarrhéique. Les symptômes associés, bien évidemment, ce sont les symptômes digestifs. On a déjà précisé, chercher la douleur, nausée, vomissement, syndrome de Konnig, notamment hémorragie digestive, alternance diarrhée-constipation. Les symptômes extradigestifs, génitaux, urinaires, qui sont les appareils qui sont en relation directe entre l'appareil digestif et notamment le rectum. Bien sûr, l'analyse et l'étude du métabolisme, du système endocrinien, de l'état général, le retentissement socio-professionnel est important, psychologique, sur la qualité de vie, ce qui en fait quand même une pathologie, si elle est chronique, lourde à prendre en charge tout le long de sa vie, notamment la pratique de ses activités et notamment de son travail. L'examen physique, l'examen général, des signes cutanés, des signes endocriniens, neurologiques, généraux. Tout ça, c'est pour orienter la deuxième catégorie, je vous ai parlé, c'est-à-dire les causes secondaires. L'examen pathologique, bien évidemment, incontournable, il est la prolongation de l'examen physique. C'est déterminera bien évidemment s'il y a une cause locale à cette constipation. Et l'examen digestif de l'abdomen, de l'anus, du rectum, il doit être complet par une rectoscopie. Et au repos, on examine s'il y a des cicatrices, s'il y a une déformation anale, s'il y a une fissure.
On demande de faire ce qu'on appelle la manœuvre de pousser, de mettre le patient en position accroupie, de pousser, et on voit s'il y a des prolapsus, fameux périnée descendant, c'est les troubles de la statique. Et on fait un toucher bientôt, bien sûr rectal, pour voir s'il y a une tonicité, pour voir s'il y a une vacuité du rectum. On recherche une lésion organique, on recherche un fécalome, une sténose. Les signes d'alarme, ce sont eux qui conditionnent l'exploration complémentaire systématique, sans attendre. Les antécédents personnels familiaux de néplasie, bien évidemment. L'âge de plus de 45 ans. L'aggravation d'une constipation, c'est un signe d'alarme. Bien sûr, la présence de sang dans les selles et une anémie ferriprive, un syndrome d'obstruction, une perte pondérale conséquente, l'examen cliniquement en évidence des adénopathies, une masse, doit nécessiter obligatoirement la prescription d'examens complémentaires. Et les complications sont possibles au cours d'une constipation, qu'elle soit chronique, fonctionnelle, voire aiguë, on peut avoir des complications. Bien sûr, la poussée de maladie hémorroïdaire, la fissure anale, le fécalome, les déformations anatomiques à force de pousser, on peut créer soi-même des rectocèles, des diverticules, des ulcères solitaires du rectum, les perforations ou la maladie des laxatifs lorsque le patient prend notamment des laxatifs corrosifs au long cours. On a ce qu'on appelle la maladie des laxatifs. Au terme de l'évaluation clinique, plusieurs situations donc peuvent se présenter de façon pratique. La constipation est manifestement secondaire à une cause reconnue par l'interrogatoire et l'examen physique. La constipation est probablement secondaire à une pathologie organique à confirmer par des examens complémentaires. Et la constipation est d'apparence primitive. Donc, on a ces trois grands groupes, bien évidemment, à l'issue d'un examen minutieux et d'un interrogatoire précis qui permettent évidemment d'orienter les explorations. Donc, qui explorer? Je vous l'ai dit, avec signe d'alarme, ça ne se discute pas. Si l'on suspecte une cause organique, même si on se trompe, il vaut mieux explorer par excès. Les constipations sévères et les constipations rebelles au printemps. Comment explorer? Première intention, les examens standards, à la portée de tout le monde. Bilan biologique, formule de numération sanguine, CRP, glycémie, calcémie, créatinémie, TSH. Bilan endocrinien thyroïdien indispensable. Anoscopie, rectoscopie minimum pour voir s'il n'y a pas de masse, s'il n'y a pas de prolapsus, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de réaction locale qui guide vers un facteur ponctuel de constipation. Et des examens spécifiques d'une étiologie organique déjà supposée ou connue du patient, c'est-à-dire les premières et deuxièmes sous-groupes. Deuxième examen, c'est des examens spécifiques. Donc, il faut orienter vers un spécialiste de la coloscopie. S'il y a une sténose, déjà là, le coloscan. En troisième intention, c'est des examens spécialisés qu'on appelle mesure du temps de transit. Soit par le rouge carmin, c'est-à-dire on donne une pastille de rouge carmin au patient et on voit à quelle heure ou quel jour apparaissent les premières selles rouges. Soit les marqueurs radiopaques, c'est ce qu'il fait plutôt en pratique. On fait avaler des pelés c'est-à-dire des marqueurs radio opaques, et on prend des ASP à des temps réguliers. Ça va nous permettre de voir où stationnent ces marqueurs radio opaques. Ça va nous permettre de différencier entre la constipation de transit et la constipation de progression. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas la même topographie de la situation de ces marqueurs radio opaques. Si c'est un trouble de l'évacuation, ils seront positionnés surtout sur le côlon gauche. Si c'est une constipation de transit, ils seront répartis sur tout le long du côlon et on mesurera le temps d'évacuation de ces plis. La manométrie, bien sûr, anorecta, permettra d'évaluer la qualité du sphincter, l'ampliation du rectum et la dysynergie anorectale. Les tests d'expulsion du ballonnet, la défécographie, l'EMG et l'IRM dynamique du pelvis. C'est les examens les plus spécialisés, les trois derniers, qui se relèvent bien évidemment de centres experts avec bien sûr nécessité de connaître spécifiquement leur réalisation et leur interprétation. Les étiologies. Très vite, les médicaments, il faut les connaître ou alors aller voir le listing et on vérifie si notre patient n'est pas sous tel ou tel médicament pour éliminer très vite cette cause qui, comme je vous l'ai dit, dans 2/3 des cas, quand même génératrice des constipations ponctuelles ou progressivement chroniques. Donc, vous savez, si c'est antidépresseur, c'est antispasmodique, s'il est sous antiacide, antidiarrhéique. Les causes
mécaniques, organiques, neurologiques, endocriniennes, gastro-entérologiques et les grosses, bien évidemment, les difficultés musculaires. Tout cela, bien sûr, je vous les ai répertoriés là. Le listing est énorme. On va pas les passer tout en revue, puis c'est une conduite à tenir. Il y a bien évidemment des signes qui orientent vers l'un ou l'autre. Quand on a des patients qui ont des antécédents de tumeurs familiales, des patients qui ont du sang, on pense à une tumeur colorectale. On fait les bilans nécessaires. Donc là, c'est le listing pour vous orienter. L'approche thérapeutique. Comment faire lorsqu'on a mis soit le diagnostic d'une constipation ponctuelle, d'une constipation secondaire à une pathologie soit identifiée préalablement, soit que l'on vient d'identifier, soit une constipation chronique, fonctionnelle, répondant aux critères de Rome. Les objectifs du traitement, c'est soulager les symptômes, améliorer la qualité de vie, normaliser le transit et éliminer le facteur étiologique ou récidivant lorsqu'il existe dans la première ou deuxième sous-groupe. Les moyens thérapeutiques, c'est le traitement de la cause ponctuelle et des étiologies organiques, ça bien évidemment, on orientera en fonction du diagnostic établi vers le spécialiste en question. S'il s'agit d'un problème thyroïdien, on orientera vers un endocrinologue. S'il s'agit d'un cancer colorectal, on orientera vers l'oncologue. Donc tout ceci est bien vite pris en charge. Le traitement de la constipation chronique fonctionnelle, c'est elle qui va vous poser le plus de problèmes en pratique courante, puisqu'il s'agit des patients qui viennent, qui reviennent, qui ne sont pas satisfaits et qui viennent beaucoup en consultation de médecine générale ou aux urgences. Donc, ça touche une grande majorité de praticiens. Les règles hygiéno-diététiques. Il faut augmenter, bien évidemment, progressivement la ration de fibres solubles, ce qui permet d'augmenter le nombre et la consistance des selles. On augmente ou on favorise l'activité physique. Il suffit simplement d'avoir un périmètre de marche augmenté après les repas, pas demander une activité importante, surtout s'il s'agit d'un patient âgé. Augmenter la ration d'eau et une éducation comportementale aux efforts de défécation. Il faut répondre à sa sensation de besoin. Il ne faut pas remettre l'envie d'aller à la selle. Il faut conserver un rythme régulier de défécation. Il faut, bien sûr, pousser de façon satisfaisante et pas se permettre d'évacuer les WC rapidement. Ça, c'est recommandé pour tout le monde. En première intention, il est vrai que l'impact réel n'est pas énorme. Très souvent, les patients vous disent non, non, moi je fais tout ça, ça ne change rien. Donc, on passe bien évidemment aux traitements médicaux ou on cède de traitements médicaux. Donc, bien évidemment, les règles hygiéno-diététiques sont recommandées pour tout le monde. Et les laxatifs en première ou seconde intention. On va aller du moins agressif au plus agressif. Les osmotiques, vous les connaissez, c'est les glycols, l'actuolose, qui est efficace avec moins d'effets secondaires. Les laxatifs du lest, vous connaissez, c'est le psyllium, souvent en première intention. Les lubrifiants, l'huile de paraffine, en seconde intention avec précaution parce qu'on évoque des situations où il y a eu des inhalations avec des pneumopathies bilieuses, donc on les donne pas d'emblée. Les laxatifs stimulants, dérivés de séné, anthraquinone, c'est eux qui sont finalement donnés en troisième intention dans des situations vraiment très délicates, bien sûr sous contrôle médical, bien sûr avec vérification des effets secondaires, bien sûr sous surveillance, bien sûr de façon limitée. C'est eux qui entraîneront ce qu'on appelle la fameuse maladie des laxatifs avec des troubles ioniques, avec une mélanose colique dont on a sûrement dû vous parler. Ensuite, il y a d'autres thérapeutiques. Mais ces thérapeutiques ne sont pas disponibles dans tous les centres actuellement. Ce sont ce qu'on appelle des sécrétagogues ou des prokinétiques. Donc, ce soit des agonistes sélectifs des récepteurs de la sérotonine, trilacrylamide, soit des inhibiteurs du canal chlorhydrique, le bipropanol, soit des inhibiteurs du canal aussi du sodium, le tenapanol. Mais ils ne sont pas disponibles partout. Enfin, les probiotiques, leur efficacité est limitée. Résultats discordants en matière de constipation, ils ont un peu plus d'effet en matière de diarrhée, comme on l'a vu lors du précédent topo. Les procédures locales, bien sûr, on peut proposer des laxatifs par voie rectale, tels que des lavements, des petits suppositoires. C'est essentiellement pour la constipation d'évacuation. On donne un petit microlax, on donne un supodéductile, ça va entraîner une augmentation un petit peu de la distension du rectum, donc augmenter la sensation du besoin. Donc, il va y avoir une évacuation. Les irrigations, essentiellement chez les patients neurologiques,
ou en incontinence anale, soit par le système que l'on appelle péristyle, c'est-à-dire que l'on introduit par voie basse un système d'irrigation ambulatoire, soit par voie fécale, c'est-à-dire qu'on abouche le sécum à la peau, soit par voie endoscopique, soit par voie chirurgicale, et on permet des irrigations pour vider le côlon. Ça se fait essentiellement soit dans la constipation chronique, mais essentiellement dans l'incontinence pour éviter que le patient soit vraiment en qualité de vie et vraiment handicapé. Enfin, la rééducation abdominopelvienne, ce que l'on appelle le biofeedback, qui se fait bien sûr dans des centres spécialisés, qui se fait bien évidemment avec des kinés ou même des gastro-entérologues ou même des chirurgiens qui sont entraînés, experts et qui sont indiqués dans les situations de dysynergie abdominopérinéale. C'est-à-dire que le patient a envie de pousser, il pousse, mais il y a un asynchronisme, il n'y a pas relâchement de ses sphincters. Donc, il va y avoir une rééducation pour se mettre en synchronisme, c'est-à-dire il pousse, il ouvre. Voilà, pour résumer de façon un petit peu familière. Le traitement chirurgical, bien sûr, il s'adresse à des troubles avérés de la statique, rectocèle, prolapsus, les neuromodulations des racines sacrées, ça peut se concevoir dans une constipation sévère, mais là encore, il faut un équipement, il faut une expertise, il faut un apprentissage. Stimulation percutanée tibiale, qui est moins invasive, ou vraiment, en bout de course, les inerties coliques. Là, c'est vraiment avec une expertise, avec une discussion en concertation pluridisciplinaire pour aller jusqu'à la résection du côlon total. Très souvent, on préconise plutôt des résections segmentaires. Il s'agit bien sûr d'avoir un bilan complet, c'est-à-dire aller jusqu'à la manométrie colique, s'assurer que le patient est en totale inertie, qu'il n'y aura pas de réactivité induite par des manœuvres pharmacologiques. Et là, ça se discute encore en stade final lorsqu'il y a un impact majeur sur le patient. La prise en charge psychologique, bien évidemment, traitements alternatifs peuvent se concevoir. Ils sont indispensables parce qu'ils nous sont toujours bons à essayer, étant donné qu'ils n'ont pas d'effet délétère, tels que l'acupuncture, la psychothérapie, la thérapie cognitive, la thérapie comportementale. Si ça peut amener déjà un stress en moins au patient, ça peut l'apaiser en attendant, bien évidemment, que l'activité du transit soit restaurée par des manœuvres soit médicales, soit chirurgicales. La stratégie thérapeutique, comme je vous l'ai dit, les traitements doivent être hiérarchisés. La prise en charge, bien évidemment, est individuelle. Règles génodiététiques progressives de première intention. Ensuite, on discute si on est dans une situation, bien évidemment, traitement d'une constipation ponctuelle. Donc, le patient sera vite mis en réussite puisque le patient sera satisfait lorsque la cause sera éliminée. Situation de constipation dans un cadre secondaire, là, on traite bien évidemment la pathologie sous-jacente. Et constipation chronique, là, on confie très souvent à un spécialiste. Et on est bien évidemment obligé de suivre son patient parce que je vous ai dit, une constipation qui s'aggrave, il faut en être attentif et il faut savoir qu'il faut réagir rapidement parce qu'il peut y avoir installation d'une pathologie organique grave sur cette pathologie qui était fonctionnelle et chronique au départ. Deux cas particuliers, c'est le cas du fécalome, qui peut nécessiter une expulsion en urgence, qui comprend 2 temps, l'évacuation de la matière fécale, puis maintien de la vacuité intestinale. Il résiste souvent au traitement par un régime approprié au laxatif. On fait des lavements à l'eau plus ou moins émollients. Les selles sont retirées par le médecin ou un infirmier ganté. Parfois, ça peut nécessiter, stade vraiment avancé, des laparotomies. Et la constipation des opioïdes. De plus en plus de patients sont sous traitement opioïde ou de façon individuelle. Donc, il faut traiter les stimulants. Ce sont ces médicaments qui donnent, je vous ai dit, les complications. Donc, c'est surveillance médicale. Bien évidemment, un traitement opioïde nécessitera, un patient qui est sous traitement opioïde nécessitera d'être pris en charge et il est sous traitement opioïde pour une cause essentielle, majeure, importante. Donc, il est déjà référé à un médecin. La naloxone donne des résultats très favorables. Ou alors, les associations naloxone, oxycodone. Donc là, c'est vraiment un niveau supérieur de prise en charge que l'on confère à un confrère spécialiste. En conclusion, la constipation est un symptôme fréquent de consultation lorsqu'il est
la traduction d'une pathologie secondaire ou lorsqu'il est inhérent à une situation ponctuelle. L'écoute et l'interrogatoire du patient sont essentiels à une approche diagnostique efficace. Vous faites 80% du travail lorsque vous avez bien interrogé, bien examiné votre patient. Vous avez éliminé 2/3 déjà des situations diagnostiques et vous pouvez proposer la thérapeutique avec. Un examen complet, bien évidemment, permet d'orienter la cause organique ou circonstancielle. Et lorsqu'on est dans une cause de constipation chronique, idiopathique, fonctionnelle, on fait la part des choses entre anomalie de progression ou d'évacuation. Et à ce moment-là, des examens plus complémentaires sont nécessaires, notamment des manométries, des endoscopies ou ce que je vous l'ai dit, l'examen du transit par les marqueurs radio. Il faut bien évidemment systématiquement explorer les patients avec signes d'alarme actuels ou qui apparaissent ou devant un échec thérapeutique. Les règles hygiéno-diététiques et les laxatifs osmotiques sont le traitement de première intention qui sont souvent satisfaisants, permettant la résolution du symptôme et la satisfaction du patient. Le traitement sera bien sûr adapté au moyen du large arsenal thérapeutique disponible et selon la réponse du patient. Pour finir, un algorithme pour vous parler de constipation chronique du transit. Donc, je vous l'ai dit, les règles hygiéno-diététiques, plus les conseils défécatoires, plus les conseils diététiques. Lorsqu'on est devant un syndrome d'intestin irritable avec composante douloureuse, soit les laxatifs du lait, soit les laxatifs osmotiques. Si ça marche pas, on passe aux nouvelles thérapeutiques ou stimulants, dont je vous ai dit les 4e laxatifs qu'il faut vraiment surveiller, c'est-à-dire les dérivés de séné ou des anthraquinolones. Et sinon, on discute selon la disponibilité, la neuromodulation sacrée ou la sécostomie par voie endoscopique ou par voie chirurgicale. Et la colectomie totale ou subtotale, bien évidemment, en fin de course, avec vraiment l'échec de toutes les thérapeutiques médicales, endoscopiques et chirurgicales accessibles. Et, bien évidemment, en RCP, c'est pas une discussion, un geste qui se fait comme ça, rapidement. La constipation terminale, c'est-à-dire d'évacuation, lorsqu'elle est posée, on donne des laxatifs. Et ce que je vous ai dit, les suppositoires et les lavements pour pouvoir permettre d'améliorer cette sensation de besoin. Les examens complémentaires, ce sera la manométrie anorectale, la défécographie, qui mettra en évidence un trouble de la statique, et là, vous aurez la chirurgie. La manométrie vous mettra en évidence une dyssynergie anorectale, c'est-à-dire l'anisme, c'est-à-dire une dysrégulation entre l'ouverture et la poussée, et on préconisera une rééducation ou ce qu'on appelle un biofeedback. Voilà la bibliographie qui m'a permis de monter cette conduite à tenir qui, j'espère, vous permettra de prendre en charge rapidement vos patients dès la première consultation. Je vous remercie. Bien évidemment, j'attends vos questions et suis à votre disposition. De toute façon, je pense que le topo a été enregistré cette fois-ci, donc vous pourrez le retrouver facilement sur l'enregistrement. Et si apparaissent des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc, je suis en train de chercher s'il y a des questions. Y a-t-il des questions Donc, voilà la case des questions. Donc, message direct. Donc là, je ne vois pas de questions. Ben écoutez, je vous laisse un petit peu de temps pour les écrire ou pour les poser. La conduite à tenir, de toute façon, je peux vous la résumer. Globalement, c'est un interrogatoire. Vous le recevez souvent, ces patients en médecine générale, en cabinet privé, aux urgences ou dans toutes les situations où vous examinez des malades. Bien évidemment, il faut absolument interroger, prendre le temps et pas faire des consultations expéditives. Examiner un signe peut vous orienter, une peau sèche, une peau rigidifiée, vous orienter vers une maladie de système, vers une sclérodermie. Tout ça doit être méticuleusement analysé. Et vous n'avez pas besoin à ce moment-là d'examen complémentaire. Et vous pouvez satisfaire à l'attente légitime du patient d'être soulagé. Donc, à partir d'un examen clinique, d'un interrogatoire, vous pouvez prendre en charge 2/3 des patients. Il vous restera 1/3 des patients
qui auront une maladie organique que vous soupçonnez, une néoplasie devant un amaigrissement des antécédents, une maladie neurologique, vous allez bien évidemment les orienter selon votre spécialité, sinon explorer avec les examens adéquats. Et si l'on a exploré qu'il n'y a pas de signe d'alarme, que l'on reste selon la définition de Rome 4, constipation chronique, notamment lorsqu'elle a été bien évidemment gradée selon l'échelle de Bristol, on peut se permettre de proposer une thérapeutique selon, bien évidemment, le processus que je vous ai proposé, des règles hygiéno-diététiques, des laxatifs du moins agressif au plus agressif, et selon, bien évidemment, le mécanisme. Soit on propose un traitement local avec une rééducation, un biofeedback, soit à ce moment-là, on rentre dans des laxatifs ou des thérapeutiques plus importantes selon la disponibilité. Je vous remercie à tous. Merci de vos questions et de tous vos messages positifs. Et à une prochaine conférence, je l'espère. Bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.